Bonjour, donc nous voilà rendus à la deuxième partie du questionnaire sur les formes quadratiques. Là, on va attaquer l'orthogonalisation de Gram-Schmidt et on commence tout de suite. Alors, d'abord, le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt concerne-t-il les formes bilinéaires symétriques quelconques, les formes bilinéaires symétriques non dégénérées ou les formes symétriques définies? On peut en choisir plusieurs parmi les trois. Solution. Eh bien, que les dernières, évidemment, il y avait un piège. Donc, ben oui, il faut normaliser. Dans orthonormalisation, il y a norme, voilà. Et donc, il faut diviser par la norme à un moment. Et quand on divise par la norme pour normaliser, ben, la norme doit être évidemment non nulle. Et donc, il faut que la forme symétrique soit définie. Donc déjà, il faut qu'on soit sur R, hein, absolument. Et que ce soit donc défini. Alors défini, ça veut dire que la forme quadratique associée ne s'annule jamais, sauf en zéro. Maintenant, si la forme est juste symétrique, alors on peut orthogonaliser, mais pas orthonormaliser. Bon, alors, notons que ce procédé marche aussi dans les espaces hilbertiens, c'est-à-dire que quand on est dans C, on peut continuer ce procédé de Gram-Schmidt. Hein. Mais là, cette fois-ci, il ne concerne plus des formes quadratiques, mais des formes hermitiennes, c'est-à-dire qu'on a, il faut mettre le morphisme bar, Z donne Z bar, dans la machine. Voilà. Soit S une matrice symétrique définie positive. Alors, S une matrice symétrique définie positive, ça veut dire une matrice carrée, réelle, et la forme quadratique de Rn qui a pour matrice S dans la base canonique, eh bien, elle se doit d'être définie positive. C'est ça la définition. Comment interpréter par une inégalité matricielle l'orthogonalisation de Gram-Schmidt de la forme quadratique Q de Rn de matrice S? Voilà, ce qu'on demande ici, c'est de regarder Gram-Schmidt matriciellement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une matrice de passage, évidemment, puisqu'il y a une ancienne base et une nouvelle base, tout en gardant la même forme quadratique. Solution. Donc, il va y avoir une matrice de passage hein, qui est triangulaire supérieure. Ça, c'est dans la construction de Gram-Schmidt, qu'on va appeler P. Et dans la nouvelle base, donc a priori S, bon, c'est une matrice symétrique, mais une matrice symétrique réelle, voilà, quoi, qui est pas diagonale, qui n'est pas l'identité, qui n'est pas tout ça. Bon, voilà, c'est une matrice S. Et elle va représenter cette forme quadratique. Et maintenant, dans la nouvelle base, eh bien, la forme quadratique va être orthonormalisée par la nouvelle base, c'est-à-dire que la nouvelle matrice, c'est l'identité. L'identité représente parfaitement l'orthonormalisation d'une base. Et donc, ça veut dire que P transposé SP est égal à IN. Donc maintenant, on peut le dire autrement aussi. Si je pose Q égale P moins 1, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une matrice triangulaire supérieure inversible Q, parce que l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure reste triangulaire supérieure, est telle que S égale Q transposé Q. Donc déjà, on voit déjà quelque chose de théorique intéressant, hein, que Gram-Schmidt implique que toute matrice symétrique définie positive peut se décomposer. On a une décomposition. Et d'ailleurs, ce n'est pas difficile de voir qu'on a, avec certaines hypothèses supplémentaires, une unicité. En Q transposé Q, où Q est une matrice triangulaire supérieure. Soit E une base de Rn. F, la base orthonormée obtenue à partir de E par le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Alors,
poser A reste Q, la matrice de la base E, F, d'accord? Donc A, ça va être la matrice constituée des vecteurs de E en colonne, dans la base canonique évidemment, et Q, la matrice de la base F en colonne, hein, dans la base canonique. Voilà. Alors, écrire une égalité matricielle qui relie A et Q. Alors, évidemment, cette égalité matricielle implique aussi la matrice de passage P, hein, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la matrice de passage de la base E à la base F. Solution. Donc, on prend P, hein, cette matrice de passage, et ben, c'est tout simplement AP égale Q. C'est exactement ce qui exprime que si on écrit A en colonne, eh bien, on va avoir, en multipliant par P, on va avoir une combinaison linéaire. La nouvelle base, c'est une combinaison linéaire des colonnes de A par les coefficients qui sont en colonne dans P. Alors maintenant, si on pose R égale P-1, ben on trouve le fameux A égale QR. Alors Q, c'est une matrice orthogonale, puisque F est une base orthonormée, donc Q est une matrice orthogonale, hein, c'est ça, et R, triangulaire supérieur. Alors pareil, on a une décomposition QR. Cette décomposition QR est très utile, par exemple, vous voyez, si vous voulez résoudre des systèmes. Pourquoi? Parce que résoudre un système, ça revient à inverser une matrice, et inverser A, c'est très facile, parce que c'est facile d'inverser Q, ce Q est orthogonal, donc son inverse, c'est sa transposée, et c'est assez facile d'inverser R, parce que R est triangulaire. En plus, on a une certaine unicité si on suppose que R possède, et c'est le cas pour le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, une diagonale strictement positive. Alors, soit A une matrice symétrique définie positive, N, et I une sous-partie de l'ensemble de 1N. On va appeler AI la sous-matrice extraite de A selon les lignes et colonnes numérotées par I, ce qui veut dire qu'on va juste choisir les lignes numérotées par I et aussi les colonnes numérotées par I. Donc, il faut que ce soit bien le même I pour les lignes et pour les colonnes. La matrice AI est-elle symétrique? Est-elle définie? Est-elle positive? Solution. Ben oui. Les trois maréchals, regardez, ça ne se fait pas avec des valeurs propres, ça ne se fait pas avec des déterminants. C'est beaucoup plus simple que ça. Pas aller chercher les valeurs propres. Certaines personnes font ça d'expérience. Je sais que certaines personnes tentent les valeurs propres, mais ça, c'est trop difficile. On dit que A est la matrice de la forme euclidienne Q dans la base EI, d'accord? Dans la base canonique. Hein. Et maintenant, bah, tout simplement, A indice I, par construction de la matrice d'une forme quadratique, bah, c'est la matrice de la restriction de Q dans la base EI. Donc ça, on s'en convainc facilement, juste avec les définitions. Maintenant, on est en train de se demander si AI est encore définie symétrique, définie positive. Mais oui, puisque c'est la matrice de Q, et Q, elle reste euclidienne, hein, ça reste défini positif. Donc, AI est encore symétrique, défini positif. Donc ça, c'est important. Hein. La restriction d'une forme quadratique définie positive à un sous-espace reste définie positive. Alors ça, c'est assez typique, cet exercice, parce que les gens veulent ramener souvent les problèmes de positivité aux valeurs propres qui sont positives. C'est vrai, hein, il suffit de regarder si les valeurs propres sont positives. Mais les valeurs propres d'une matrice extraite, c'est très difficile à obtenir à partir des valeurs propres de la matrice de départ. Donc ça, c'est un piège, hein, finalement, c'est un exercice test pour voir si la personne connaît, ne se ramène pas systématiquement à des endomorphismes, hein,
mais est capable de raisonner directement avec une forme quadratique. Soit M une matrice carrée réelle. Montrer que M transposé M est une matrice symétrique positive. Ça, c'est assez connu. C'est quelque chose qu'il faut savoir bien faire. Montrer que si M est inversible, alors M transposé M est symétrique définie positive. C'est souvent dans des écrits, hein, c'est une question classique à l'oral aussi. Hein. Solution. Alors, la matrice M transposé M est clairement symétrique. Maintenant, dans l'espace euclidien Rn, on a pour X dans Rn. Alors, regardons X, M transposé Mx. Alors là, on est dans l'espace euclidien. Ça, c'est la forme, là, entre les deux angles, c'est la forme bilinéaire, c'est le produit scalaire. X, M transposé Mx. Donc, on peut passer le M transposé de l'autre côté, il devient M. Et là, on a la norme au carré de Mx, donc c'est positif. Alors, là, hein, on commence à avoir deux formes. Une forme quadratique, finalement, donnée par une matrice symétrique, ici, et une forme euclidienne, le produit scalaire. Et du coup, le lien entre la forme quadratique ici et l'endomorphisme représenté par M transposé M, eh bien, c'est que la forme quadratique, qu'on va appeler Q de X, Q de grand X, associée à M transposé M, eh bien, Q de grand X est égal à X, M transposé M, X. Voilà, entre crochets. Voilà, ça c'est le truc important à savoir. Hein. Maintenant, l'égalité a lieu si et seulement si Mx égale 0. Donc là, on a démontré que c'était symétrique positive, mais maintenant, ce n'est pas encore défini positive parce qu'on a l'égalité, puisque ça, c'est la forme quadratique, on a dit, si et seulement si M de x égale 0. Hein, parce que là, on a un produit scalaire. Maintenant, si M est inversible, Mx égale 0 implique bien x égale 0. Donc voilà. En fait, on a même un si et seulement si. Hein. C'est-à-dire, si c'est symétrique défini positif, alors M est inversible forcément, sinon on aurait un noyau. Soit S une matrice symétrique réelle. Montrer que si U et V dans Rn sont deux vecteurs propres de valeurs propres respectives distinctes lambda et mu, bon, pour S évidemment, alors U et V sont orthogonaux pour la forme euclidienne canonique de Rn. Donc, encore un classique qu'il faut savoir faire, mais attention, il ne faut pas utiliser le théorème spectral. Parce que le théorème spectral, finalement, il le dit, entre autres, ça. Donc, si on vous pose la question explicitement, bon, on peut le dire avec le théorème, mais a priori, on veut voir si vous savez le démontrer. Et c'est quelque chose d'assez classique. Solution. Donc, regardez, hein, on démarre de lambda U fois V, hein, U scalaire V. Eh bien, c'est SUV, puisque SU, par définition, c'est lambda U. Et lambda, on peut le sortir. Maintenant, le S, on le passe de ce côté-là. Il devient S transposé. Mais la matrice S est symétrique. Donc, ça fait SV. Mais V est vecteur propre pour la valeur propre mu. Donc, ça fait mu V et je sors le mu ici. Et donc, maintenant, j'ai cette égalité lambda UV égale mu UV. Et sur lambda différent de mu. Et ça va impliquer que UV égale 0. Donc, ils sont bien orthogonaux. Voilà, pour la forme euclidienne canonique. C'est la forme euclidienne canonique qui nous permet de dire que quand on a S ici, on va avoir S transposé ici. Si on avait une autre forme, alors là, ce serait un peu plus compliqué. Il faudrait l'écrire avec la matrice de la forme. Soit A une matrice symétrique définie positive et B une matrice symétrique. Montrer qu'il existe une matrice P, telle que A égale P transposé P,
et B égale P transposé dP avec D diagonales. Alors, tout à l'heure, avec Gram-Schmidt, on avait vu que ça existait. Donc ça, c'était l'orthonormalisation de Gram-Schmidt. On avait même P ici, qu'on pouvait se permettre de prendre triangulaire supérieur avec des positifs sur la diagonale. Mais là, c'est autre chose. Il faut montrer qu'il existe une matrice, bon, P inversible a priori, avec A égale P transposé P et B égale P transposé dP avec des diagonales. Donc évidemment, là, on peut se servir des théorèmes du cours, cette fois-ci. Solution. C'est exactement en fait, le théorème d'orthogonalisation simultanée. On ne vous demande pas de redémontrer, il est trop dur à démontrer quand même. Donc, l'orthogonalisation simultanée assure qu'il existe une nouvelle base qui est à la fois orthonormée pour la forme B, que j'appelle B indice A, associée à A, et orthogonale pour la forme B indice B. Ça, c'est ce que dit le théorème d'orthogonalisation simultanée. Donc maintenant, si on pose Q égale, si Q, c'est la matrice de passage vers cette base, de l'ancienne base vers la nouvelle base, donc je prends maintenant Q égale P-1 ou P égale Q-1, on va avoir que, comme tout à l'heure avec le procédé d'orthogonalisation de Schmidt, d'orthonormalisation de Schmidt, on va avoir identité égale Q transposé à Q. J'appelle Q, cette matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base. Donc l'ancienne base vers la nouvelle base, évidemment, elle va nous amener vers l'identité, puisque c'est orthonormé pour BA. Et D égale Q transposé BQ, parce que c'est orthogonal pour la forme IAB. Et donc, on a les formules demandées en posant P égale Q-1 en passant de l'autre côté. Voilà. Une matrice symétrique S et une base de même taille définissent d'une part un endomorphisme phi, d'autre part une forme quadratique Q. Quel est le rapport entre phi et Q? Quel est le rapport entre le noyau de l'endomorphisme phi et le noyau de la forme quadratique Q? Alors, il nous faut une formule entre phi et Q, c'est une question de cours, comme d'habitude. Et on a défini, on sait ce que c'est que le noyau d'un endomorphisme, évidemment. Le noyau d'une forme quadratique, eh bien, c'est le noyau de l'application linéaire de E vers E étoile, associé à la forme polaire B de Q. Maintenant, comment on peut relier les deux? Solution. Alors, on peut l'écrire comme ça, x transposé Sx, c'est x transposé de Sx, c'est de l'associativité, évidemment. Et ça veut dire, donc là, x transposé Sx, c'est Q de U. Si U est représenté dans la base par la colonne X. Et là, ça, c'est, on sait que X transposé Y, c'est le crochet UV, où U, c'est X et V, c'est représenté par Y. Donc là, on a X transposé fois phi de U, parce que phi de U est représenté évidemment par Sx. Voilà. Ça, c'est à bien connaître. Et on va faire une petite pause avant d'attaquer la troisième partie.